Bonjour Anne Hidalgo. Bonjour. Merci de prendre quelques minutes pour Merci répondre à vous. Mère Info. Paris accueille, comme chaque année depuis bien longtemps, le congrès de l'AMF. Quel regard vous portez sur cette association qui regroupe finalement les plus petites communes rurales de France et la ville de Paris en même temps, dans la même association? Bon, c'est une très très belle association. C'est une association qui a du sens parce qu'en fait les maires sont des responsables politiques très particuliers. Ce sont des femmes et des hommes politiques, quel que soit leur bord, parfois même sans étiquette. Mais ce sont des femmes et des hommes politiques qui ont un goût particulier pour l'action locale, qui aiment aussi partir des réalités pour penser leur ville, leur commune, leur village. Donc, et c'est vrai partout dans le monde, c'est pas que en France. Donc nous sommes des responsables politiques un peu particuliers, avec toujours cet aller-retour entre le réel et puis une vision. Et donc je pense que c'est extrêmement positif que de pouvoir se réunir. Paris est la capitale de la France, il y a une histoire avec l'ensemble des communes de ce pays. Pour la ville de Paris, une des grandes nouvelles de l'année a bien sûr été l'annonce des JO, les JO 2024. Est-ce que finalement ça va concerner uniquement la ville de Paris ou est-ce que c'est aussi les communes limitrophes, c'est aussi les communes de la banlieue qui vont profiter de l'irrigation, si je puis dire, que vont amener les Jeux Olympiques? Oui, c'est vraiment même toute la France. C'est un projet qu'on a conçu comme étant un projet où Paris apportait ce qu'elle est, sa force, son rayonnement, pour pouvoir justement permettre à la France tout entière de gagner. Moi, j'avais vraiment souhaité, quand je me suis engagée, j'ai hésité. Et je pense que cette hésitation a aussi été salutaire. J'ai vraiment voulu que ces Jeux soient utiles. Et dans un premier temps, j'ai vraiment souhaité que l'impact principal, je pense aux équipements, aux infrastructures qu'on doit construire, se passe en Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire là où il y a une population très jeune, très cosmopolite, à qui on a besoin de tendre la main et de montrer avec espoir qu'il y a un avenir et que le sport peut nous aider, les Jeux Olympiques et Paralympiques peuvent nous aider. Donc, bien sûr, l'impact principal sera pour la Seine-Saint-Denis, pour Paris et pour l'ensemble de l'Île-de-France, mais au-delà, vraiment pour toute la France. Parce qu'il y aura un héritage immatériel aussi sur l'éducation. Je pense que la place du sport à l'école, la possibilité donnée à nos jeunes d'avoir des doubles parcours de sportifs et en même temps de parcours scolaires est quelque chose sur lequel la France est très très en retard. On a déjà obtenu, grâce à la candidature aux Jeux Olympiques, des avancées à Paris, notamment dans les collèges et les lycées qui maintenant s'ouvrent à ces doubles cursus, à ces horaires aménagés sport. Je pense qu'il faut aller plus loin. Les rapports entre Paris et finalement sa banlieue, je parlais un petit peu transport, la politique, le plan de circulation, la politique transport de la ville de Paris n'est pas toujours bien perçue de l'autre côté du périphérique. À tort ou à raison, ce n'est pas le sujet. Est-ce que finalement, dans une métropole comme la métropole autour de Paris, une politique de transport et de circulation peut n'être décidée que dans la ville de Paris? Est-ce qu'il ne faudrait pas finalement qu'elle se décide à une échelle bien plus large? Bien sûr, et c'est déjà le cas d'ailleurs. Vous savez, je laisse de côté la polémique politicienne, la façon dont certains instrumentalisent quelque chose qui n'est pas tout à fait la réalité et la réalité de nos échanges et de notre travail. Je suis la première vice-présidente de la métropole du Grand Paris, aux côtés de Patrick Ollier. Nous avons 131 communes. La métropole du Grand Paris existe depuis un peu plus d'1 an et pourtant nous avons réussi ensemble à mettre au point un certain nombre d'outils stratégiques pour discuter du logement, des transports, de la circulation, également du plan vélo sur lequel, bien sûr, chaque commune, et c'est normal, a aussi une politique et les Parisiens ont aussi besoin d'avoir un maire. Vous savez qu'on a refusé à Paris d'avoir un maire pendant plus de 100 ans après la commune, donc j'espère que ceux qui critiquent ne veulent pas ce retour en arrière. C'est normal que les Parisiens ne soient pas simplement considérés comme les habitants d'une capitale qui devraient uniquement se conformer aux fonctions d'une capitale. Heureusement que les Parisiens sont aussi considérés comme des citoyens qui ont des besoins en matière de déplacement, en matière de qualité de l'air, en matière de crèche, en matière de logement. Aujourd'hui, nous avons ces outils et moi, je tiens beaucoup à l'outil métropolitain. Je pense qu'une métropole, c'est d'abord une affaire de maire, c'est-à-dire justement ces femmes et hommes politiques un peu particuliers qui ont les pieds sur le terrain enracinés et qui sont capables de dépasser les clivages partisans. C'est le cas des maires et à Paris aussi. Vous savez, 80% des délibérations que nous votons au Conseil de Paris sont votées à l'unanimité. Donc, vous voyez,
On ne parle en général que des 20% restants et pas des 80% qui sont vraiment décidés au-delà des clivages partisans. Quand vous regardez les cartes de pollution, notamment atmosphérique et de particules, il y a une espèce de grosse masse rouge qui est sur Paris et la métropole, 22 communes autour. Et après, la situation s'améliore. Et on va refuser aux millions de personnes qui sont dans cette zone dense-là, qui souffrent d'un mal qui tue, parce que la pollution tue, on va leur refuser la possibilité de prendre des mesures au motif qu'un pourcentage infime de la population de grande couronne devrait avoir la liberté absolue de venir à Paris en voiture. Non, il faut mettre l'accent sur les transports en commun, il faut mettre l'accent sur le covoiturage, il faut mettre l'accent sur toutes les mobilités douces. Ça, c'est le travail de la région. La difficulté, c'est qu'effectivement, Paris et la métropole n'ont pas le levier des transports. Et je pense qu'il faudrait aussi que la métropole du Grand Paris soit une autorité organisatrice du transport. En lieu et place de la région ? Pas en lieu et place, mais je dirais en délégation. Dernière question, plus politique peut-être. La nouvelle politique de contractualisation voulue par le gouvernement va forcément concerner Paris, quels que soient les critères retenus. Paris fera partie des collectivités à qui sera demandé ce contrat. 1,2% de hausse des dépenses de fonctionnement à Paris, inflation comprise. Est-ce que c'est tenable ? D'abord, on a déjà depuis des années une gestion extrêmement rigoureuse qui nous amène effectivement à une progression de nos dépenses de fonctionnement qui dépasse à peine les 1%, et ce depuis 2014, où nous avons eu pourtant des chocs budgétaires très importants avec à la fois une baisse des dotations. Paris a perdu 600 millions d'euros de dotations en 3 ans de l'État. Et nous avons eu une augmentation des péréquations. Nous sommes à plus de 500 millions d'euros de péréquations annuelles. Donc Paris est déjà dans une gestion extrêmement vertueuse. Moi, j'ai revendiqué et je réclame une politique de contractualisation. J'ai proposé par exemple à l'État, puisque Paris et la métropole sont une zone de tension en matière de logement notamment, j'ai proposé que les mesures qui sont aujourd'hui prévues pour la France entière, qui ne sont pas très adaptées aux zones tendues comme Paris, fassent l'objet d'une négociation spécifique pour que nous ayons un accord particulier Paris et métropole du Grand Paris avec l'État. Donc je pense que la contractualisation est une bonne démarche. Mais bien sûr, la contractualisation, elle doit partir d'une discussion à égalité. Un contrat dans lequel chaque partie apporte sa vision, ses éléments de discussion. Bien sûr qu'on doit se conformer tous à une gestion saine et rigoureuse, mais en même temps, on doit tous prendre conscience, l'État compris, qu'il y a des services publics qui sont indispensables. Si aujourd'hui notre pays, notre République tient debout, c'est parce qu'il y a beaucoup de maires, de communes, de collectivités qui assurent ces services au quotidien. Les crèches, Paris est une ville où 87% des femmes travaillent. On a un taux d'activité des femmes et une natalité supérieure à la moyenne nationale. Donc, bien sûr qu'on peut aller vers des crèches associatives et que certaines entreprises ont créé des crèches. Mais on sait aussi que les crèches municipales sont absolument indispensables. Tous les outils qui servent la vie, la cohésion locale sont subventionnés. Ce qu'il faut, c'est avoir cette discussion. Voilà. Si il faut couper et faire en sorte que certains services publics ne soient plus, qu'on ait une discussion transparente pour savoir qui en prend la responsabilité. Je finis là-dessus. Paris et ville et départements. Il y a par exemple des transferts de compétences qui ont été faits il y a longtemps, d'ailleurs, ce n'est pas ce gouvernement. Je pense à l'aide personnalisée à l'autonomie. C'est une dépense de 100 millions d'euros sur le budget de la ville-département de Paris. 100 millions d'euros sur lequel l'État ne me compense que 30 millions d'euros. Comment j'inscris les 70 millions restants ? Et dans un contrat, est-ce que je peux en parler de ça ? De ces 70 millions restants, qui sont notamment 70 millions que l'État devrait verser à Paris ? Parce que sinon, j'inscris une dépense, on va considérer qu'on n'est pas des bons gestionnaires parce qu'on a 70 millions de dépenses qui ne sont pas compensées, mais pourtant ces 70 millions, ce n'est pas moi qui les dépense parce que je veux les dépenser. Je les dépense pour le compte de l'État qui ne me les
compense pas. Donc la question de la négociation, elle est très importante. Moi, je suis pour des dynamiques de négociation et de contrat, mais il faut qu'on puisse parler à armes égales, et y compris des sujets comme ceux des transferts de compétences non compensés qui viennent aussi plomber les finances et surtout plomber les finances des collectivités locales. L'État, depuis 2002, donc je remonte assez loin, doit 1,1 milliard d'euros de dépenses qu'il ne compense pas à la ville de Paris.